Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du Grand Plateau. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission un petit peu particulière car comme la semaine dernière, je suis accompagné sur ma table de présentateur, mais cette fois-ci de Lilian. Comment tu vas, Lilian ? Ça va très bien, c'est un honneur de partager ce bureau avec toi. J'espère que toi aussi ça va, Hugo. Ouais, ça va très bien, merci Tant beaucoup. mieux. Ça faisait un petit bout de temps qu'on t'avait pas vu sur le plateau. C'est vrai, c'est un plaisir de revenir. Et bien, au sommaire de l'émission du jour directement, on va avoir les actualités de la semaine dernière et surtout du week-end. On va aussi parler de la victoire de Tadej Pogačar sur les Strade Bianche et notamment des deux étapes de Paris-Nice aussi. On parlera après d'une rétrospective un petit peu de la carrière de Tadej Pogačar. Est-il parti pour devenir le meilleur de tous les temps ? On ne sait pas, on verra ce qu'on en pense. Mais en tout cas, il commence à battre un petit peu des records par-ci par-là. Et donc oui, on se posera la question, jusqu'où peut aller sa carrière cycliste ? Et avant toute chose, on va parler des courses qu'il y avait cette semaine, car comme la semaine dernière, il y avait des belles petites courses, dont une en Italie, les Strade Bianche, les chemins blancs en français. Tu viens de me l'apprendre, plutôt je le savais. Mais oui, avec la victoire de Tadej Pogačar, malgré une chute à 50 km de l'arrivée. Ouais, une victoire haut la main. Il est parti à 75 km de l'arrivée, si je dis pas de bêtises. Seul Pidcock a été capable de le suivre dans un premier temps. Et puis tu parlais cette chute. Ils ont retrouvé Connor Swift oui. entre-temps. Oui, mais quand il part, il y a seulement Pidcock qui peut suivre à ce moment-là. Et puis surtout, cette grosse chute à 50 km où il tombe assez violemment quand même. Et puis finalement, il arrive à rentrer après 4 km seulement. Il est assez impressionnant alors qu'il avait pris une bonne trentaine de secondes dans les dents. Et puis il gagne avec 1 minute 20 sur Pidcock. Ouais, 16 il me semble, précisément. C'est pas, encore une fois, c'est une démonstration. On l'avait dit avec Titouan la semaine dernière. Pogačar, c'est le grand favori dès qu'il s'aligne sur une course. Et on voyait pas qu'il pouvait lui faire du tort. Mais en tout cas, ça a fait du bien de voir un Thomas Pidcock aussi en forme. Ouais, capable de suivre, surtout l'accélération de Pogačar, elle est longue. Et puis même quand il arrive à mettre l'attaque décisive à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, Pogačar, Pidcock tient quand même, il tient sur un premier temps. Bon, à la fin, on voit Pidcock, il est en danseuse, il essaye de s'accrocher comme il peut et Pogačar reste facilement sur la selle. Mais il tient, il a tenu assez longtemps. Et puis surtout, il y avait une différence quand même d'équipe. On l'a vu avec Timo Lenz qui fait une super performance et qui fait troisième. Donc non, franchement, il est dans une petite équipe Q36-5 Pidcock et il a quand même tenu. Donc franchement, il fait aussi une belle course, mais il termine quand même assez loin. C'est sûr, et puis tu parlais de la force collective du UAE. UAE n'avait pas non plus... Enfin, ils avaient une très bonne équipe, mais qu'est-ce que ça va être sur le Milan-San Remo ? On sait qu'ils avaient... On en avait parlé sur ce plateau, et notamment Charles, il me semble, qui nous en avait parlé, qui voulait faire la... Merde, je ne me rappelle plus de la montée de Milan-San Remo en moins de 9 minutes. Ça va me revenir, je sais. Mais ouais, il voulait faire cette montée en moins de 9 minutes. Et là, quand tu vois que Timo Lenz est au plein niveau, Del Toro, il fait des trains d'enfer partout où il passe, et Pogačar est absolument hors norme, et ben on commence à y croire quand même. Oui, on commence à y croire. Surtout que Pogačar, il est capable de tout. Enfin, encore une fois, limite, là, ça t'a surpris de le voir attaquer à 75 km ? Non, pas tant que ça. De base, c'est Tom Pidcock, il me semble, qui attaque. Il me semble que Pogačar est plus sur la réserve. Justement, il attend un petit peu de voir qui va déclencher en premier. Et puis ouais, c'est Tom Pidcock qui attaque. Pogačar le suit. Puis après, il prend vite des relais parce que on le sent, hein, il est très en forme. Mais encore une victoire de Pogačar à débriefer. Ça devient la routine chaque semaine. Ouais, puis surtout, ce qui est impressionnant, c'est les longs relais qu'il arrive quand même à faire. Il chute, il revient au bout de 4 km. C'est ça vraiment qui m'a surpris. C'est 4 km. Enfin, après, Pidcock a un peu attendu sur la fin, mais... C'était inévitable. Quand il a su que Pogačar allait revenir, oui, c'est ça. Je pense qu'il s'est dit, il y a des directeurs sportifs lui ont dit, essaye de sauvegarder quelques forces. Pogačar, c'est un ogre derrière, il a envie de tout défoncer. Garde des forces. Ouais, mais il y a un moment où quand il tombe, là, on se dit... Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il s'est fait mal et est-ce qu'il va devoir abandonner carrément ? Ou est-ce qu'il va être en forme pour pouvoir continuer et gagner la course comme il a fait ? Il y a un moment où je me suis dit, peut-être que Pidcock il va
pas se retourner, il va y aller à fond et il va tenir parce que Pogacar aura perdu des forces dans la bataille. Et au final, Pogacar a quand même été vachement fort quand même. Surtout avec Connor Swift qui revenait pas parce qu'il a été aussi gêné par la chute de Pogacar, qu'on peut peut-être revoir en vidéo. Pidcock, il aurait peut-être eu intérêt justement à y aller au plein gaz, parce que on savait que si Pogacar il revenait, c'était foutu quoi. Bah là, c'est sa chance. Il s'est dit c'est mon jour, je pense, Pidcock, quand il l'a vu tomber. Surtout que il tombe tout seul, Pogacar. Franchement, il prend un virage un peu trop vite. Donc franchement, je pense que c'est dommage pour Pidcock, mais Pogacar, encore une fois, fidèle à lui-même, quoi. Il tombe, il gagne. Il y avait 2 courses par étape pour le coup qui ont débuté cette semaine, dont une en France, Paris-Nice, avec 2 étapes, 2 victoires de Tim Merlier, sachant qu'on tourne le lundi pour le mardi. 2 victoires de Tim Merlier sur les 2 premières étapes. Ouais, il est vraiment épatant au sprint parce qu'il y a aussi une intelligence, Tim Merlier au sprint, c'est-à-dire que il a un beau train d'Alpecin, mais il est sur le final, il est quasiment tout seul et à chaque fois, surtout sur la deuxième étape où en fait il a lancé bien plus tard que Axel Tingley de Visma Lease a Bike et malgré tout, j'ai l'impression qu'il prend son temps, il dit bon, de toute façon c'est pour moi et il lance à son moment, au moment où il veut et il va la chercher presque au la main quoi. Donc franchement, limite il a pas de concurrence, il va chercher les 2 premières étapes. Franchement, il est impressionnant, Tim Merlier. Une première étape qui a été assez plaisante dans les 30-35 derniers kilomètres, avec notamment une attaque de Julien Alaphilippe. Ça fait toujours plaisir de le revoir sous un nouveau maillot sur les routes de France. Et puis à l'attaque, on a vu qu'il avait des bonnes jambes. Il a aussi rattrapé plus tard un autre groupe qui était parti. On a cru à un moment qu'il y avait un petit groupe de 3 qui s'était échappé, qui allait peut-être pouvoir jouer la victoire, parce qu'il y avait des gros costauds avec Joshua Tarling, Matteo Trentin et Mathias Skjelmose, sauf que Skjelmose a voulu jouer pour Pedersen et malheureusement ça a un peu condamné ce trio. Malgré les gros relais de Joshua Tarling et de Matteo Trentin, le trio s'est fait rattraper. Puis après, les trains ils se sont mis en route. Et Pedersen fait 12e, mais bon, Skjelmose, il ne pouvait pas le savoir. Et puis, au final, gros sprint de Tim Merlier. Et puis, à noter la superbe place de Arnaud Démare quand même. Ouais, super place d'Arnaud Démare qui fait podium et puis ça fait du bien surtout à Arkea. Arkea, donc on l'a dit, on tourne en plus le lundi, pardon. J'ai oublié le jour qu'on était, on tourne le lundi, donc à l'issue de la deuxième étape. Et malheureusement, Arkea qui a dû abandonner Florian Sénéchal qui est tombé, donc c'est dommage, c'est parce que c'était une grosse carte pour l'équipe sur ce Paris-Nice, donc c'est dommage, mais oui, ça fait du bien de voir Démare un petit peu briller sous le maillot d'Arkea après une saison vraiment compliquée pour lui et pour l'équipe en général la saison dernière, donc ça fait du bien. Après, ça s'est pas... Il fait top 10 sur la deuxième étape, il fait 8e avec le déclassement du Gopage, il fait 7e. Donc c'est pas non plus un résultat extraordinaire, mais bon, il enchaîne quand même 2 top 10 et je viens de dire, il prend pour sa confiance. Et puis sur cette deuxième étape, tu en parles, il y avait 4 Français dans les 8 premiers le temps d'un instant. Oui. Et puis après, on a vu le déclassement du Gopage malheureusement. Et puis c'est vrai que pour le coup, Émilien Janière finit 2e. Et là, on se dit, total, quand même, ça va vite sur le vélo. Ah, et puis là aussi, je pense que ça va faire sacrément du bien de voir une deuxième place dès la deuxième étape. Franchement, c'est vrai moi personnellement, je les attendais pas tellement au sprint et pourtant ils sont là. Donc franchement, ça fait du bien. Il y a aussi une petite équipe que j'aimerais nommer, c'est Uno X qui encore une fois a fait du Uno X, une échappée avec Abrahamsen. C'est vrai qu'il était tout seul, il a ouvert la route pendant des kilomètres et des kilomètres tout seul. Et on n'y a pas trop cru pour Abrahamsen malheureusement. Mais c'est vrai que celui qu'on a découvert sur le Tour de France de l'année dernière nous fait encore plaisir avec sa grosse carcasse. Et puis ça va être plaisant. Demain, du coup, vous verrez peut-être la vidéo pendant ou après le contrôle à la montre par équipe. Mais ça va être intéressant de voir ça. En tout cas, un contrôle à montre. Il y en a eu un sur Tirreno Adriatico aujourd'hui.
et une large victoire de Filippo Ganna. Ouais, large victoire de Filippo Ganna. Alors, une vingtaine de secondes, j'ai plus les écarts 23 exacts. secondes avec Ayuso et puis 28 avec Price Peterson, il me semble. Ouais, donc voilà, bon, Ganna qui était favori et qui a pas déçu. Mm. Aussi grosse perf quand même d'Ayuso qui fait un écart au général. Alors, il y a Isaac Del Toro qui doit être à une quinzaine de secondes Son de coéquipier. Donc, de l'Espagnol, ouais, c'est sûr. Donc, bon, c'est vrai qu'on imagine mal un co-leader quand même. Donc, ouais, il fait un gros écart pour le classement général à Ayuso. Et puis, Ganna qui fait une très très belle victoire. ouais. Donc, maillot de. Sur CTR, le chrono de Tirreno, ça a presque toujours été pour lui quand il était présent. Et puis ouais, Ayuso fait la très bonne opération. Il met 30 secondes au frère Yates, même peut-être 40 secondes à Adam Yates, son leader aussi, enfin son co-leader. Ouais, Simon Yates, il y en a d'autres qui prennent un petit peu de retard. Grégoire est à 50 et quelques Ouais, une cinquantaine de secondes. Donc à voir ce qu'il peut jouer cette semaine. On verra. Mais Ouais. en tout cas, oui, la logique est respectée. Ghana était favori. Ghana repart avec la victoire. On verra ce qui va se passer sur les prochaines étapes. Mais en tout cas, Tirreno, ça promet aussi. Ça va être intéressant à suivre. Ouais, juste un petit mot sur Kevin Vauquelin, top 10, côté français, meilleur français. Pareil, je crois qu'il a dû prendre une quarantaine de secondes, mais premier français, 10e au général. Puis lui aussi, ça fait du bien de le voir sur ce genre de course. Et puis on peut notifier, si les gens ne l'ont pas vu derrière leur écran, la victoire de Alexis Brunel pour son retour à la compétition, je suis pas sûr de moi, en Belgique. Il a été 198 km en échappée et puis il s'est imposé de 5-6 secondes devant des sprinters affamés derrière. Mais voilà, Alexis Brunel qui revient de 2 ans et demi sans vélo, ou en tout cas pas sur les courses majeures. Et donc ça fait plaisir de le voir, et notamment de le voir triompher. On va passer aux femmes maintenant. Ouais. D'abord peut-être sur les Strade Bianche femmes qui se déroulaient aussi samedi, avec une victoire d'une équipe française, la victoire de Demi Vollering et donc de FDJ Suez. Ouais, superbe résultat pour l'équipe française. Bon, Demi Vollering qui faisait aussi partie des favorites et qui a fait une course superbe. Et puis, alors FDJ, ça doit être la première victoire sur les Strade Bianche. Donc, franchement, superbe résultat pour l'équipe française. Il y a eu une très belle stratégie d'équipe sur la course. Et puis surtout, au-delà de ça, c'est surtout de manière d'assumer son statut. Avec Demi Vollering, de changement par rapport à la saison dernière, de changement de stature. Et tout de suite, dès une première grosse course de la saison, d'aller chercher une victoire comme ça, c'est toujours bien. Un beau podium quand même, parce qu'on a vu la revenante, elle avait déjà fait 2 courses depuis le début de saison, une par étape et une en Belgique. C'est Anna van der Breggen qui n'avait plus couru sur le circuit depuis 2021, et puis qui fait deuxième des Strade Bianche. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour Anna van der Breggen ? Elle est quand même impressionnante. Elle a été double champion du monde ou triple championne du monde. Et puis là, elle revient. Elle est déjà presque en forme, quoi. Ouais, puis 4 ans sans vélo, c'est une éternité presque. 4 ans, c'est énorme. Après, qu'est-ce qu'on peut prévoir, c'est un peu compliqué aussi à savoir parce que là, elle fait une bonne course sur les Strade Bianche. Est-ce qu'elle va réussir à garder une régularité et être capable de faire une saison complète ? Est-ce qu'elle aura les jambes ou l'entraînement en tout cas, je ne sais pas comment trouver mes mots, mais est-ce qu'elle aura la force de tenir une saison complète à ce niveau ? Je ne sais pas. C'est une course avec une belle intelligence de course, donc qui lui permet d'aller chercher cette deuxième place. Donc non, franchement, super résultat, mais est-ce que ça peut tenir toute la saison ? Je ne sais pas. C'est difficile à dire honnêtement. C'est vrai. Et 1 minute 46 derrière Demi Vollering, on a notre Française Pauline Ferrand-Prévot qui nous a fait encore une fois une déclat sur le Tour de France et son envie de le gagner, le Tour de France, d'ici 3 ans. Alors je vais vous ressortir la déclaration exacte. Mon objectif final est de gagner le Tour de France d'ici 3 ans. Je pense que j'ai besoin d'1 an pour apprendre et voir ce que je dois améliorer et donc faire les changements au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'une Française veut gagner un Tour de France et affiche ses ambitions. Ouais, c'est ça. C'est une déclaration très forte et qui nous fait plaisir à entendre, évidemment, parce que nous, on n'a rien à perdre dans l'histoire. Mais 3 ans, ça me paraît quand même... je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, ça me paraît quand même un peu ambitieux de faire la transition. Comme ça, après, bon, ça a l'air
entre guillemets un peu posée parce qu'il y a cette année, elle n'aura pas forcément de pression. Elle va être équipière pour Vos notamment. Elle va avoir un an pour tout apprendre, elle l'a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année prochaine, enfin l'année d'après, elle sera déjà prête à peut-être jouer un petit peu devant. Je sais pas. Bon, après, elle a fait une très belle course encore là sur Estrade Bianche. Donc, c'est encore tôt. C'est difficile là aussi à se projeter, mais 3 ans, ça me paraît quand même ambitieux. C'est vrai que c'est peut-être ambitieux. Après, si elle découvre le Tour de France dès cette année, on voit que c'est une coureuse qui est intelligente, qu'elle a de la force. On le voyait avec le VTT. Elle a 33 ans, donc oui, elle a de l'expérience. Elle a déjà été championne du monde en 2014. Donc, elle ne sort pas non plus de nulle part sur la route. Elle a déjà une ancienne expérience. Elle avait gagné une classique, un monument où l'Estrade Bianche ou Milan-San Remo, je sais plus. Mais bon, en tout cas, elle était dans les anciennes championnes du cyclisme sur route. Là, elle revient. Pourquoi pas, après tout, elle s'axe plus sur les classements généraux. Ouais, mais tu vois pas ça comme un peu un barreau d'honneur dans le sens où bon, bah, sa carrière, elle l'a faite, entre guillemets, elle n'a plus rien à prouver à personne. Est-ce qu'elle se dit, bon, pourquoi pas tenter? C'est ça un peu. Ouais. Après, moi, je vois plutôt ça comme je me fixe cet objectif qui est très haut. Et puis, si je l'atteins, trop bien. Mais en tout cas, je vais tout donner pour l'atteindre. Ouais, ça, là, au moins, on a une garantie. C'est que bon, c'est pas n'importe qui peut une Frédéric Imperiaux. Et si elle dit quelque chose, elle va tout faire pour le faire. Et puis, avec une Marianne Vos à ses côtés, et puis une assez bonne équipe chez Jumbo, on peut estimer qu'elle est pas mal entourée. Ouais, ça, elle est bien entourée pour apprendre. Et puis, enfin, pour apprendre, si elle a encore des choses à apprendre. Mais pour au moins, j'ai envie de dire, il y a un sort de plan B dans l'équipe au cas où. Bon, bah, si on voit que pour une Frédéric Imperiaux, c'est un peu juste sur les 3 ans, bon, on a d'autres leaders, quoi. Donc, c'est pas très, très grave. Exactement, et ben on va passer à notre deuxième partie de cette émission et la rétrospective de la carrière de Pogačar. On va notamment se demander un petit peu plus tard, est-ce que Pogačar peut devenir l'un des tout meilleurs du peloton? Du peloton, il l'est déjà, mais du cyclisme, de l'histoire du cyclisme, et notamment peut-être recordman de victoire absolue, j'en sais rien. On va voir, mais en tout cas, on va commencer par le début. Et ses grands débuts en 2019. Ouais, grand début en 2019. Alors moi, c'est à ce moment-là que je l'ai découvert sur la Vuelta 2019. Je sais pas si c'était pareil pour toi. Bien sûr, toujours. Évidemment. Tout le monde, je pense. Ouais, je pense que quasiment tout le monde l'a découvert sur ce Tour d'Espagne. Il a été absolument impressionnant. 3e au classement général. Il avait 20 ans. Il n'avait même pas encore 21 ans. Et il gagne surtout, c'est ça qui m'a surtout impressionné en préparant l'émission, c'est que je pensais qu'il avait gagné une étape et fait un bon classement général. Non, il gagne 3 étapes. C'est celui qui gagne le plus sur ce Tour d'Espagne 2019. Et surtout, il gagne, à côté, il y avait des Valverde, des Quintana, des Roglic. Le mec, il gagne plus que ces gens-là qui avaient 2 fois son âge. Donc, c'était impressionnant. Et puis, sur le podium, il était aussi au classement général. Il était 3e derrière Roglic et Valverde. Donc, l'écart d'âge entre Valverde Mais il me semble qu'en 2019, Valverde avait 40 ans. Oui, il me semble aussi, ouais. Donc c'était vraiment pour le coup, c'était vraiment le double de l'âge. Donc là, c'était vraiment pas une expression, mais est-ce que tu peux nous expliquer, pour les gens qui ne le savent pas, d'où vient cet attrait pour le vélo par Pogačar? Alors, j'allais y venir dans une autre partie, mais je vais en parler maintenant, vu que tu me lances, Hugo. Excuse-moi. Alors, toi, est-ce que tu as une idée? Il me semble que j'ai lu, donc je vais te laisser le dire, mais voilà. Bon, évidemment, si tu as lu, tu as vu alors qu'il était fan de foot à l'origine, Pogačar, comme d'ailleurs d'autres cyclistes. Et puis, en fait, c'est son grand frère qui a été invité à faire des tests de cyclisme par un ami à son frère qui s'appelle Tilan. Et Tadej était, bon, semble-t-il, peut-être un peu jaloux de ne pas être invité à faire du vélo. Et il s'est dit, bah tiens, je voudrais faire comme mon frère et faire un peu de vélo en Slovénie. Donc, et à l'époque, il a voulu faire. Il était très jeune, si je dis pas de bêtises, il avait 8 ans à peu près. Et il n'y avait pas de vélo à sa taille dans le club. Donc il a roulé pendant des mois avec un vélo qui n'était pas à sa taille jusqu'à ce que le club trouve finalement un vélo qui lui corresponde. Et c'est les débuts de la légende Pogačar sur un vélo. Une légende qu'on va encore suivre pour de belles années, 10 ans, voire un petit peu plus peut-être. Une légende qui s'est écrite dès 2020 et c'est lors notamment du contre-la-montre à la planche des belles filles qu'on s'est dit, ok, Pogačar,
c'est pas un humain comme les autres. C'est pas un cycliste comme les autres. Ouais, complètement. Et puis surtout, cette époque-là, si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième plus jeune à gagner le Tour de France. Premier depuis 1904, si je dis pas de bêtises. Il avait 21 ans, tout simplement. Ouais, C'est 21 ans. Et puis, c'est vrai que sur cette planche des belles filles, il avait fait une montée absolument extraordinaire. Faut rappeler quand même qu'au pied de la montée, Roglic, enfin sur le plat et au pied de la montée, Roglic était encore en avance sur Pogacar. Et au final, il finit à plus de 1 minute. Ouais, c'est ça. Le classement, la différence entre Roglic et Pogacar, c'est pas 2 minutes après le chrono? Non, 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 parce qu'il avait déjà 30. Roglic avait une trentaine de secondes. Oui, pour moi, il avait une trentaine, une cinquantaine de secondes d'avance, Roglic, avant le chrono. Ouais, Et il lui met 1 minute. Pour moi, il met 1 minute 10 à Il met 1 minute Roglic. 10, ouais. Et donc, ils finissent avec 30-40 secondes d'écart. Mais oui, 2020, c'est l'année de la confirmation après cette superbe Vuelta. Et l'année où il remporte tout simplement son premier Tour de France. Ouais, et puis surtout, on oublie de dire que sur le chrono, il se battait face à Roglic. Je veux dire, moi, avant le chrono, je me dis, il n'y a aucune chance que Roglic perde le Tour de France. C'est-à-dire, c'est le meilleur grimpeur rouleur sur le plateau. Et au final. Pogacar avait pas trop de références. Non, en plus, plus. ouais. Enfin, il commençait quand même, 2021. Il commence. 2021, oui. Il commence 2020. Il commence à bien courir. Mais c'est pas non plus un coureur de la trempe de Roglic à l'époque. Mais et quel souvenir, toi, t'as de ce chrono? Bah, moi, vraiment, le souvenir qui me vient en tête, c'est Roglic avec le casque au milieu de la tête, Ouais. complètement abattu. Mais n'empêche, la belle image derrière, et Roglic qui va faire un check à Pogacar. Et ça, c'était beau de Ouais. le voir quand même. Ouais, c'était une belle image entre deux Slovènes en plus, Oui. un doublé slovène. Moi, je sais que j'ai le souvenir j'ai pas eu la chance de voir le chrono, j'étais occupé et au final, je m'en souviens, je regarde les résultats après, je me dis, attends, mais c'est pas possible, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Roglic a-t-il pu perdre le chrono face à Pogacar avec un tel écart en plus? Donc ça, j'étais vraiment exténué, enfin, j'ai même pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti, c'était impressionnant de voir ça et au final, bon, on a compris après que finalement, c'était pas n'importe qui Pogacar. Exactement. Et dès 2021, où il confirme encore. Ouais, et puis 2021 aussi, ce qui m'a marqué, c'est un coureur. On avait des références grimpeurs-rouleurs après ce Tour de France, mais on l'a vu gagner sur des classiques. On l'a vu gagner Liège avec au sprint devant Julien Alaphilippe et David Gaudu. Tu t'en souviens, je pense, encore de ce sprint où il gagne devant les deux Français, ce qui était dommage pour eux, évidemment. Mais sur le Tour, il vient écraser la concurrence. Il met 5 minutes à Vingegaard, 7 minutes à Carapaz. Bon, c'est sur ce Tour qu'on a découvert son futur rival Vingegaard, mais il a été impressionnant. Il finit aussi, alors je sais plus ce qu'il en était du Tour 2020, mais il finit en 2021 avec le maillot à pois, maillot jaune, maillot blanc. Il lui manque que le maillot vert où il est classé, si je dis pas de bêtises, il doit être 8e au maillot vert. Donc un très très gros Tour de France avec ouais, je crois qu'il fait que 8e, mais bon, c'est déjà pas mal pour un grimpeur. Et donc voilà, avec 3 victoires d'étape aussi sur ce Tour de France. Et puis à la fin de la saison, il gagne le Lombardie, premier d'une nombreuse liste de Lombardie. Beaucoup trop. Et à la fin, son premier vélo d'or quand même en 2021. À noter, oui, le vélo d'or quand même, c'était la première cérémonie du vélo d'or en 2021 ou 2022. Oui, non, c'était la première cérémonie du vélo d'or en 2021. Ah, je sais pas, c'est possible. Après, il y a eu il me semble que des coureurs avant lui avaient quand même un trophée. Oui, c'était un trophée, mais les cérémonies. Vélo d'or, oui, cérémonie, oui, en temps de cérémonie. C'était 2022, cérémonie, je sais plus. Mais oui, c'est important de le noter. Puis, ouais. Après, il va y avoir 2022, sa première défaite sur le Tour de France. Abasourdi, Pogacar fait face à une équipe de Jumbo venue pour l'abattre, qui est l'ennemi absolu. Et puis, sur ces images du col du Granon, le Tour de France est Pogacar train de craque, basculer avec l'attaque de Maïka le Jonas Vingegaard, ramène, mais pour mais l'instant, Pogacar Rafael ne met plus Maïka dans la a roue. repris l'accélération Et puis du coureur danois. c'est là que Vingegaard va écrire son histoire. Mais cette 11e étape du Tour de France 2022 était un tournant sur cette édition. Ouais, puis on est nostalgique de voir ces images, hein, parce qu'on se dit, putain, à l'époque, il était vincible, enfin, il était battable, on pouvait le battre, Pogacar, à l'époque. Ce tour où en plus, Roglic, il doit abandonner à la fin. Il me semble qu'il abandonne ce tour. Donc il était seul face à Vingegaard et il n'a jamais réussi à récupérer l'écart sur un beau tour quand même de Vingegaard qui partait en plus de ça du Danemark. Donc voilà, mais il me semble que sur le Tour 2022, il y a aussi un bon chrono qui est fait par
par Pogacar. Pogacar, il se bat bien, hein, il remporte une ou deux étapes quand même en 2022. Et puis surtout, 2022, c'est aussi, on parlait d'Estrade, sa première victoire sur l'Estrade Bianche. Et puis sur de nombreuses classiques. C'est vraiment la première saison, je trouve, où où il s'est assis aussi comme un classic man. Ouais. Oui, c'est vrai, mais ça s'est fait linéairement. C'est-à-dire qu'on l'a découvert très bon grimpeur, très bon au classement général. Puis petit à petit, on l'a vu capable de se transformer, entre guillemets. C'est ça. Puis 2023, là pour le coup, c'est l'année où il est devenu vraiment très complet. Ouais, très très complet parce que c'est simple, il gagne le Tour des Flandres. Et avant lui, est-ce que tu peux me dire un ou deux coureurs qui ont gagné le Tour des Flandres et le classement général du Tour de France? Mais c'était le premier, non? C'était pas le premier, il y avait deux noms. Eddy Merckx et Louison Bobet avant lui. Donc c'est une époque un peu révolue depuis. Donc ouais, une époque bien lointaine et on pensait plus aujourd'hui. Enfin moi personnellement, je pensais plus qu'un coureur était capable de gagner un classement général d'un Tour de France et un Tour de Lombardie. Pas sur la même année du coup. Tour de Flandre. Oui, pas sur la même année, mais en termes de palmarès. Et donc oui, il fait une très très grosse saison. Il gagne aussi la Flèche Wallonne, l'Amstel Gold Race. Il y a un nouveau Tour de France perdu face à Vingegaard avec un écart aussi assez énorme, hein, 7 minutes au général si je dis pas de bêtises, où il est assez loin, mais il y a eu une blessure dans ces dernières semaines, une chute au col de la Lose, sur l'étape de la Lose où il perd beaucoup de temps. Mais sinon, un chrono où il est sèchement battu par Vingegaard. Donc, Vingegaard a vraiment été meilleur à cette époque-là sur le Tour de France. Mais à part ça, une saison complète où on l'a vu, tu l'as disais, encore un peu plus changer de profil, entre guillemets. Puis sur cette étape, moi je m'en rappelle, j'ai toujours les images, les edits et tout ça qui ont tourné où Pogacar dit I'm fuck, I'm dead. Ouais. C'est des images qui me mettent les frissons parce que j'aime bien ce coureur quand même. Naturel. J'ai toujours aimé et puis oui c'est ça, il est très naturel, il est attaquant et du coup ça fait que j'ai toujours attaché avec lui. Mais c'est vrai que pour le coup 2023 c'était encore un revers pris par Pogacar. Ouais, mais encore un revers. Mais je sais pas si tu t'en souviens l'an dernier qu'on avait préparé une émission sur qui devrait être vélo d'or l'an dernier. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. Et on avait tous les trois encore différence. C'est-à-dire qu'il me semble que Tanguy à l'époque avait Van Der Poel, j'avais Vingegaard et t'avais Pogacar. Oui. Donc encore à l'époque, même s'il se prend ce revers, on se dit c'est encore le meilleur coureur du monde. C'est vrai. Bah oui, moi c'est ce que je pensais parce que pour le coup, Vingegaard il préparait vraiment sa saison avec que des classements généraux, alors que Pogacar, du coup, c'était le coureur le plus complet du monde à discuter avec Mathieu Van Der Poel, qui est moins fort en montagne, bien sûr. Ouais. Et puis arrive 2024, sa première participation au Giro. Il écrase Grosjean, another last to get his arms off the bars, and there we go. Formation cycling, some skills there. Don't want anything to go wrong at this part. Vegan Saitlanger looks awkward. Encore, He's got a très slight fort, wobble. Il a Slight nervous. That's not. No, it's not a nervous. Non, il y a cette victoire au Giro, il y a cette victoire au Tour de France. Il confirme, il remporte d'autres monuments comme Lombardie, bien sûr. Et puis, on sait plus quoi dire. On sait plus comment qualifier Pogacar. Il a quasiment rien perdu sur cette année-là. C'est vrai. Il a quasiment rien perdu sur cette année-là. Toutes les courses qu'il voulait gagner, il les a gagnées. C'est dommage qu'on ne l'a pas vu sur les JO parce que il a finalement abandonné. Il n'a pas voulu les faire finalement. Il l'a annoncé après le Tour, mais moi j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner pour Pogacar au JO, parce qu'il aurait peut-être pu aller décrocher une très belle médaille. Donc oui, c'est un peu dommage de ne pas l'avoir vu là, mais autrement, toutes les courses qu'il voulait gagner, il les a gagnées. Ça a été impressionnant. Moi, je ne pensais pas qu'un coureur face à un Vingegaard était capable de faire un doublé de Giro Tour de France. Alors, c'était un Vingegaard un peu blessé, bien sûr. Mais c'est quand même un Vingegaard. Cool aussi. Et puis, j'ai vu une déclaration de Vingegaard qui nous disait je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point j'ai été blessé. J'ai vu cette déclaration de la part de Vingegaard qu'il a faite récemment. Et puis il y a aussi cette victoire sur les championnats du monde quand même. C'était absolument fou. Strade Bianche, il attaque à 82 km de l'arrivée aussi, on a oublié de le mentionner. Surtout que ça a toujours été un coureur qui est très offensif depuis le début de sa carrière. On le voit avec son nombre de victoires d'étape, il en gagne 3 dès son premier Tour d'Espagne. Mais malgré tout, sur l'année 2024, on a un peu découvert qu'on peut attaquer à 100 km et gagner. Je veux dire, avant, il attaquait, à la limite, il attaquait à 20 km, c'était déjà énorme. Là, il attaque à 100 km, il gagne. Ouais.
Il nous a fait une Chris Froome, mais plusieurs fois dans l'année. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est l'année où on s'est dit, ok, Pogacar est un monstre et l'année prochaine, va falloir le déloger parce que sinon, on est parti pour 5-10 ans où il fait que ça. Ouais, et puis quand on le voit, on sait qu'il y aura du spectacle. Mais en fait, on se rend vite compte qu'il est imbattable et qu'il n'y a plus de suspense, quoi. Mais il y a du spectacle. Mathieu Van Der Poel a dit, je n'ai pas peur de Pogacar quand même. Ah, il a dit ça. Ouais, il a dit ça. Ça dépend de la course. Peut-être pour l'inciter à ne pas venir sur Paris-Roubaix, Ouais. on ne sait pas. Hein, Tour des Flandres, ça peut être très sympa. Mais ouais, Van Der Poel a fait cette déclaration il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu avais 2-3 anecdotes à nous dire sur Tadej Pogacar, Lilian? Bon, alors j'ai déjà expliqué, Hugo, celle de comment il est arrivé au vélo. J'ai nommé un titre, alors. Qu'est-ce que ça peut dire? Evenepoel est un coureur très respectable. Hein. Tout le monde a du respect pour ce coureur. Après, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il a remporté une victoire qu'il voulait, je sais pas. Non, c'est parce que alors c'est Rune Eredgot qui l'affirme à DH Sports, c'est qu'en fait, eh bien Pogacar, lorsqu'il roule à l'entraînement, il a toujours un maillot de rechange au cas où il doit changer de vélo. C'est-à-dire que lorsqu'il roule avec un vélo de route, il a son maillot de champion du monde, mais lorsqu'il doit changer de vélo sur un contre-la-montre, il enlève son maillot exprès pour ne pas prendre celui d'Evenepoel et prendre un maillot normal classique UAE. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il a toujours un maillot, même quand il sait qu'il va changer de vélo, il a toujours un maillot dans sa poche au cas où pour respecter Evenepoel à l'entraînement. Il prend son temps pour bien retirer son maillot et je trouve que c'est une très très belle image. C'est très beau comme déclaration, j'aime beaucoup. Surtout entre deux rivaux, quoi. C'est très intéressant. Ouais. Et puis la dernière que j'ai, alors c'est sa relation avec Andrei Hauptmann. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde. Andrei Hauptmann, c'est le 3e au championnat du monde de 2001 et en fait c'est un très grand coureur slovène. C'est l'un des meilleurs qu'il y ait pu avoir au début des années 2000 et il a découvert Pogacar à 11 ans. Et il s'est dit à l'époque, c'est ça qui est assez marrant, c'est que donc la course faisait une boucle et il voit un jeune coureur qui était Pogacar, qui avait 11 ans, très maigre, très frêle, qui se faisait dépasser un peu par un peu tout le monde, par le peloton. Et là, Andrei Hauptmann va voir l'organisateur, il dit il y a un problème là, ce gamin-là, pourquoi il a un problème, il faut l'aider, il faut faire quelque chose. Et les organisateurs m'ont dit en fait, il était arrivé au milieu de course et les organisateurs sont allés le voir, ils lui ont dit alors non, je crois pas que tu as compris. En fait, il se fait dépasser certes par le peloton, mais il a déjà un tour d'avance. Donc voilà. Et je trouvais ça très 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 drôle. Et puis Andrei Hauptmann, c'est celui qui va glisser un mot à Giuseppe Saroni, conseiller du AE Team Emirates. Donc très belle histoire, je trouve. Très belle histoire, c'est vrai. Merci beaucoup pour ces petites anecdotes. Tu as rien. été fouillé au fin fond d'internet pour les trouver. Donc merci à toi. Et puis on va venir à cette question. Pogacar peut-il devenir le plus grand de tous les temps? Ouais, pour moi oui. Enfin, c'est pas fait, c'est loin de là, mais ouais, pour moi, il y prend le chemin. Et on le disait, sur 2024, toutes les courses qu'il veut faire, il les gagne. Est-ce que tu as un autre coureur comme ça qui te vient en tête, à part des noms qu'on n'a pas forcément connus, Eddy Merckx ou Bernard Hinault, ce genre de noms, à part ces noms-là, depuis les années 2000, si on oublie Armstrong avec le dopage, à part ce Armstrong, tu vois, je prends des Christopher Froome qui ont été extraordinaires en montagne dans les courses qu'il voulait gagner, mais il était incapable de gagner sur le Tour des Flandres, même un Liège-Bastogne, c'est compliqué pour un Chris Froome. Bien sûr. Là, Pogacar, il peut gagner partout. Et c'est ça qui fait la beauté de ce coureur aussi, parce que c'est vrai que quand il coche une course, tu as l'impression qu'il va tout faire pour la gagner. Quitte à employer des méthodes qu'on n'a jamais vues encore. Quoi. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Et puis c'est même écœurant pour ses adversaires. Le mec, il veut partir à 100 km, il se dit ah bon bah c'est perdu. À 100 km c'est perdu. Donc ouais, c'est quand même dingue. Et puis moi ce qui m'avait marqué aussi sur 2021 et Liège-Bastogne-Liège, c'est que 2021 c'était la 3e saison de pro de Pogacar. On le connaissait forcément vainqueur du Tour, mais on savait pas de quoi il était vraiment capable, notamment au sprint. Et quand il arrive avec notamment Gaudu et Alaphilippe au sprint sur Liège, bon, évidemment j'ai envie de voir Alaphilippe gagner. Je me dis bon, c'est un puncher, et au sprint Alaphilippe il bat Pogacar. Et tu vois que Pogacar il bat Alaphilippe, bon, ça se joue pas à grand chose, mais quand même ça veut dire quelque chose. Tu vois, il arrive quand même à battre de bons punchers au sprint et encore depuis il a une puissance qui est extraordinaire. Il l'avait montré aussi l'année dernière sur Milan-San Remo quand même. Il arrive avec les sprinters et puis au final t'as que Philipsen et Matthews qui le dépassent quoi. Ouais. Il fait 3 puis il est pas si loin que ça de Philipsen. Je veux dire, Philipsen lui met pas 3 vélos non plus.
C'est vrai que même en sprint, je pense qu'il fait pas mal de sprint de la pancarte à l'entraînement avec ses coéquipiers, je sais pas. Mais c'est vrai que bah, t'as l'impression qu'il est bien parti pour aller très 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 loin. Ouais, très bien parti. Et surtout que moi, ce qui me choque, c'est que quand on a préparé ces missions et qu'on voit le fil conducteur chaque année 2019-2020, on oublie qu'il a 26 ans. Il a 26 ans, mais oui. Il est plus jeune que la moitié du peloton et il a déjà tout gagné. Il y a quoi comme course qui lui manque? C'est Roubaix, Milan-San Remo. Ouais. Paris-Roubaix, justement, je voudrais juste dire un mot. Justement, en cherchant des anecdotes, j'ai cherché des anecdotes et j'ai vu que quand il était jeune, alors en course jeune, il avait participé au Tour des Flandres et au Tour de Paris-Roubaix, pardon. Et il avait terminé 13e ou 15e, je crois, de Paris-Roubaix en jeune. En junior. Ouais, donc c'est pas trop mal comme résultat déjà. Bon, après, c'est du junior, mais quand même. Donc c'est très intéressant, je trouve. Bah, je sais pas, je crois, il me semble que je l'avais dit avec Titouan la semaine dernière, mais tu sais, après sa reconnaissance qu'avait filmé Tim Wellez, il avait déclaré j'ai pas trouvé ça si dur, Paris-Roubaix. Enfin, il avait pas fait, il me semble qu'il avait pas fait toute la reconnaissance non plus, mais déclarer ça Oui, quand même. devant les yeux du peloton, c'est. Voilà, enfin. Après. Ouais, Paris-Roubaix, Milan-San Remo, la Vuelta aussi. Oui, la Vuelta, elle a pas faudra eu. le voir Bon. sur une Vuelta. Ça veut dire c'est qu'une question de temps. On verra, hein. Peut-être qu'il y sera. Je pense pas qu'il y sera parce que les championnats du monde sont calés trop proches peut-être de la Vuelta. Ouais. Et vu que c'est un des championnats du monde les plus hardcore Ouais. de tous les temps, peut-être à comparer avec Glasgow il y a 1 ou 2 ans. Mais ça va être complètement fou et je pense que Pogacar voudra inscrire son nom au palmarès de cette course, surtout qui se déroulera en Érythrée. Ouais, c'est sûr. Et puis ce qui est intéressant, c'est que généralement, tu as des coureurs, en fonction de la météo, etc., ils ont quelques points faibles. Pogacar, quand je le vois courir, j'ai l'impression qu'il n'a pas de points faibles. J'ai l'impression que. Limite, il préfère la pluie, j'ai l'impression. Ouais, peut-être. Peut-être. Et encore, même quand il fait hyper chaud, il est capable d'être très, très performant. Donc. Franchement, c'est ça, c'est un coureur, tu te dis, quand il est dans une bonne journée, il est imbattable. Je pense que même un Vingegaard, il doit se dire ça. Il dit, comment tu fais pour battre un Pogacar? Selon toi, quel record peut battre Pogacar dans le futur? C'est le nombre de victoires qu'a Eddy Merckx au total? C'est le nombre de Tours de France? Oui, le nombre de Tours de France, il a 26 ans, il en a déjà gagné 3, pardon. Bon, il a déjà gagné un Giro, il lui manque la Vuelta, allez, les 3 grands tours, voilà, c'est le mot que je cherchais. Chercher les 3 grands tours, je pense que c'est qu'une question de temps là aussi. Je le vois bien aller chercher un record de victoire sur le Tour de France, honnêtement, il a 26 ans. Bon, t'as un Vingegaard qui s'il est en forme... Ouais, il est loin, enfin, mais en le forme. record d'étape. Ah non, record de victoire de Tour de France, c'est 5 oui. avec Eddy Merckx, Bernard Hinault et il y en a d'autres. Donc là, il en a déjà 3, il lui en manque 2, il a 26 ans. En plus, honnêtement, pour moi, il a encore 10 ans dans le peloton. À 26 ans, oui, tu vois, en Valverde, il allait jusqu'à 41 ans, donc c'est sûr. Puis 17 étapes sur le Tour de France, le record est à 34 du coup. Oui, 35 maintenant, avec Cavendish. Oui, 35. Ça lui fait quoi il a 10 ans. Il a combien? 17, t'as dit? 17 en 5 participations. 4, ouais. 5 participations. Donc, et encore, il gagne 5 étapes sur 5 étapes sur le dernier. Est-ce qu'on n'est pas à son prime là en ce moment? Bon, pour moi, généralement, pour un sportif et un coureur, généralement, tu es entre 28 et 30 ans. Ouais, mais là, on voit en ce moment que les cyclistes, c'est plus 25, 26, 27 ans leur prime. Donc, pour moi, en ce moment, il est vraiment à son prime. Et donc, on va voir. Hein, peut-être qu'il peut gagner 5-6 étapes sur ce Tour de France. On ne sait jamais. Après, peut-être que les écarts seront moindres avec Vingegaard. Mais surtout que là où il est fort, c'est qu'il peut gagner partout. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des étapes de transition et que tu laissais l'échapper. Il n'en veut pas des étapes de transition. Il est trop fort. Il veut tout gagner. Et même sur des courses, et l'an dernier, l'an dernier autour de Catalogne, je crois, où il gagne des étapes devant des Dorian Godon qui gagnent jamais. Il se dit tu peux la laisser cette fille, non, tu la laisses pas. Enfin, c'est sûr qu'il a faim, il a très faim, et tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de records qu'il peut aller chercher. Le premier auquel j'attends, ça serait d'abord, je pense le nombre de records de victoires au Tour de France, parce que pour moi, ça pourrait devenir le premier à gagner 6 Tours de France.
Je pense que c'est le premier auquel j'attends parce que là, en tête, j'en ai pas d'autres comme ça qui pourraient facilement aller chercher. Donc, 6 pour Tour de France, c'est largement jouable. Surtout qu'honnêtement, quand tu fais les recherches, tu as l'impression que c'est déjà un coureur qui a fini sa carrière avec le palmarès qu'il a. Et il a 26 ans, on le répète, mais c'est impressionnant. Et puis il est déjà bientôt le coureur le plus avec le plus de succès activement, on va dire, avec Desmar et Christophe qui sont à 97. Lui, il est déjà à 92, on en parlait la semaine dernière. Oui, il est déjà à 92. Il est déjà à 92. Ah oui, d'accord. Oui, bon, c'est peut-être ça, alors qu'il ira chercher d'abord. Et oui, il ira chercher ça au plus vite, oui, ça c'est sûr. Là, il y a quelques classiques qui vont venir. Ça se trouve dans 7 classiques, 5 victoires. Oui, la fin de la saison. La fin de la saison. La fin de la saison, il est déjà à 110. Ouais, ça. Mais non, mais. Et l'an dernier, c'est 25 victoires sur la saison 25, je crois. C'est un record, non 26, je pense. 27. L'année dernière, il fait presque 12 000 points à UCI. Hein. Et avant lui, en 2022, il n'y a que Peter Sagan qui a dépassé les 6 000 points à UCI. Hein. Ah oui, attends, j'avais pas. Après, depuis la remodélisation des points UCI en 2016 ou 2017. Mais surtout qu'il faudrait compter son nombre de 2015. points. Son nombre de points depuis 2019, il doit être aberrant. Les nombres de points UCI qu'il a dû prendre depuis 2019. C'est sûr qu'il en a plus que des équipes. Mais il en a plus que limite le deuxième depuis, si tu fais le calcul, c'est impressionnant. Oui, même des équipes, je crois que si c'était une équipe à lui tout seul, si je dis pas de bêtises, il est 10e. 8e. Ouais. 8e. Au top 10 en tout cas. Oui, c'est sûr. Bon. Après, là, on voit depuis le début de saison, l'ennemi juré, c'est Christian Scaroni. Attention. Hein. Non, en vrai, moi, un record que j'aimerais bien. C'est à peine un record, mais un exploit que j'ai envie de le voir faire. Je sais pas si ça va être possible, bien sûr, mais c'est le triplé Giro, Tour de France, Vuelta. Ça va être compliqué. Hein. Ah, sur la même année. Sur la même année. Ah oui, bien sûr. Ah oui, sur la même année. Oui, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que t'as raison, j'y ai pensé. Moi, j'ai trop envie de le voir faire ça. Après, je pense que ça se fera jamais, ou alors c'est. Ce serait insolent quand même. Ce serait insolent quand même de gagner 3 grands tours la même année. Surtout quand t'as Vingegaard, quoi. Parce qu'en pour l'instant, on voit pas trop qui peut le défier, même s'il est fatigué, quoi. Moi, je pense, si je mets un frein quand même sur Pogacar, quand même, parce que bon, là, on l'encense, mais il faut quand même mettre un peu de frein. Si je dois en mettre un, c'est que je pense que en moyenne montagne, à son meilleur niveau, je pense que Vingegaard on peut battre en tout cas Pogacar, avec une belle équipe. Donc, déjà en montagne, en haute montagne, je pense que Vingegaard peut être supérieur à Pogacar, ce qui fait que ça peut être un gros frein. C'est sûr. Ouais. Ce qui peut être un frein au développement de Pogacar et à ses records. Intéressant aussi, c'est que il veut gagner le Tour des Flandres, etc. Un Tour des Flandres, c'était un Van Der Poel qui est au très très bon niveau. Bon, on l'a vu en 2023 où il attaque Van Der Poel et Van Aert, je crois, à 3 reprises sur les pavés. Mais bon, Van Der Poel a son meilleur niveau sur des pavés. On l'a vu l'an dernier sur Paris-Roubaix, il est intouchable, Van Der Poel. Donc, tu vois, dans des coureurs, dans leur spécificité complète, je pense que qu'ils sont à leur meilleur niveau. Pogacar rivalise avec ces gars-là, mais est-ce qu'il est meilleur ? Je sais pas. Ouais, après c'est Pogacar, c'est un monstre et comme je le disais il y a quelques instants, pour moi il est dans la forme de sa vie actuellement. Pour l'instant, après c'était pas les courses les plus difficiles pour lui à remporter, mais pour l'instant c'est 2 courses de victoire avec lui Tour et l'Estrade Bianche. Et donc là on va voir Milan-San Remo c'est dans combien de temps ? C'est dans 12 jours 10 jours. Ouais. Donc on va voir ce qu'il va nous faire sur Milan-San Remo. C'est la Cipressa, voilà. Je viens de retrouver. Est-ce que UAE va faire 8,45 sur la Cipressa et sur le Poggio et dans ce cas-là, Philipsen, ça va être chaud. Ouais. Oui, après, faut qu'il lâche, quoi. Faut qu'il lâche et qu'il soit fort en descente. Mais même en descente, il est très fort, il est impressionnant. C'est la Cipressa qui veut le monter en 9 minutes, il me semble. Il me semble que la Cipressa, ils veulent le monter en 9 minutes et puis le Poggio, après, ils veulent confirmer, quoi. Ouais. En 9 minutes, ça va après, on a faire à vu... manger. se faire à manger. Oui. Si tu vas aux toilettes, tu vois pas le col passer, quoi. Ouais, ça. Moi, je reviens juste sur un point. Tu sais, il est dans la forme de sa vie, Pogacar, pour le moment. C'est-à-dire que quand on fait son palmarès, toutes les années, il a progressé dans au moins un domaine. On dit il est dans la forme de sa vie parce que
pour le moment, il est à son meilleur niveau. Mais pour moi, je le vois encore être allé chercher un meilleur niveau et d'être dans la forme de sa vie l'année prochaine, dans la forme de sa vie encore l'année d'après, tu vois. Il est inarrêtable, quoi. Enfin, je vois mal, à part des coureurs vraiment très performants dans leur domaine, le battre, être à leur meilleur niveau. Je vois mal comment il peut être battu, Pogacar. Pour l'instant, après on verra avec la nouvelle génération. On voit qu'il y a peut-être un petit peu un roulement en ce moment. Enfin, pas trop encore, mais on voit des jeunes pépites qui arrivent. On va voir, hein. Peut-être qu'il y aura un nouveau Pogacar qui va arriver, et puis là, il y aura la concurrence. Les meilleurs coureurs au départ de Milan-San Remo, et puis après on va conclure cette émission. Il y aura donc Tadej Pogacar, bien sûr, en favori avec Philipsen, Van Der Poel, les coéquipiers. Favori en fonction de la course, je pense. Parce qu'au sprint, on sait très bien que on peut pas ne pas mettre Pogacar favori. Oui, de toute façon, c'est vrai que... Après, il y aura Bini Guermet, Jonathan Milan, Arnaud Delis, Tom Pidcock qui nous a fait des super Strade Bianche, Pedersen, McNulty et j'en passe. On peut peut-être demander la start list du UAE. On va la voir dans quelques instants. T'as dit Philipsen pour... Philipsen, Van Der Poel. T'as dit, pardon. Associer les deux. On va voir. Peut-être comme l'an dernier. Fera la même tactique que l'an dernier. Oui, ou peut-être que le fait qu'il a laissé gagner l'année dernière, il peut se dire cette fois c'est mon tour. Peut-être, je sais pas. Peut-être, on verra bien. Donc start-list de UAE, il y aura McNulty, Narvaez, Novak, Wellens. Il en manque, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est que des coéquipiers. Que des coéquipiers en forme avec Tim Wellens par exemple. Narvaez aussi. Qui a fait le sprint bonification là, hier pour aller chercher les 3 secondes. Il l'a gagné d'ailleurs devant Jorgensen. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire? Un dernier record que Pogacar pourrait aller chercher? Un dernier record que Pogacar peut aller chercher. Je le verrais bien aller chercher. Je ne sais pas si ça existe, le nombre de victoires moyennes par saison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Parce qu'il va en chercher 25 l'an dernier. Pour moi, il peut très bien terminer sa saison avec les 15 victoires. Faudrait voir combien Eddy Merckx en a en moyenne. Ouais. Mais oui, pourquoi pas, après tout. Hein. En tout cas, pour moi, je le vois bien être le premier à dépasser les 100 victoires, premièrement. Parce que Christophe est à 97, là, le recordman. Démarre aussi. Ouais, donc, à moins que Démarre nous en gagne 3 sur Paris. Ah ouais, peut-être, c'est vrai que peut-être qu'au moment où on fait la vidéo. Mais non, oui. Arkea va chercher le contre-la-montre par équipe. Ouais. Et il gagne le lendemain en faisant un scénario improbable. C'est des victoires individuelles, non? C'est victoires par équipe aussi, ça compte? Je pense que oui. Ah, tu penses? Ouais, je sais pas. Faudrait revérifier ça. Encore faut-il qu'il soit dans le groupe avec Arkea, parce que tu sais maintenant sur Paris-Nice c'est le premier qui franchit la ligne le temps est compté. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Oui. C'est dès ce Paris-Nice? Ouais. C'est Paris-Nice. Ouais, Tito Morinière nous en parlait la semaine dernière. Ah pardon, moi je suis en retard. Pardon. Oui. Mais oui, non. Là on revoit les stats de victoires. 13 victoires en 2021. Rien que ça. 16 victoires en 2022. En 2023, c'est 17 victoires quand même. Et puis 25 en 2024. Il a toujours à peu près augmenté. Quoi, donc, c'est combien cette année là? Peut-être 35. 31 31 cette année et puis 40 l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il vaudra? 10 victoires sur le tour? Ça pourrait être le premier? Peut-être 10 victoires sur un tour? C'est quoi le record sur un même Tour de France? Je me pose la question, ouais. Titouan, c'est quoi le record sur un même Tour de France? Est-ce que tu sais ça, Titouan? On va voir. On va blablater un petit peu plus pour voir si Titouan peut nous trouver ça. Non, après Pogacar, ça va être Milan-San Remo, puis après il partira sur les classiques belges, le 3 Saxo, Gand-Wevelgem, pour préparer justement le Tour des Flandres. Et puis, est-ce qu'il fait Liège et le Tour de... Il fait tous les monuments cette année. Et pardon, j'ai perdu le nom, le mur de Huy, c'est la Flèche Wallonne, voilà. La Flèche Wallonne, il va peut-être la faire, parce qu'il a gagné qu'une fois, la Flèche Wallonne. Qu'une fois? Je crois. Il a 2021 2021, je crois. Ou peut-être 2 fois. On va falloir vérifier. Mais tu vois, d'un Pogacar, je me dis, un peu décevant. Ouais, un peu décevant. Non, il a pas tant gagné que ça, en fait. Hein. Victoire sur un même tour, ça y est. Il en a trouvé, c'est 8. Et il y en a 3 à égalité, c'est Eddy Merckx, le Belge. Il a fait 2 fois. Ah, il a fait 2 fois, en 70 74. Ouais. En 76, il y a un autre Belge, Freddy Mertens. Et puis après, ça Charles Pélissier en 1930. Ça date Charles Pélissier en 1930. Celle-là, fallait la sortir quand même. Exactement. Mais bon, 8 victoires, ça va être dur. Tu sais, s'il est en forme, il gagne un chrono. À la limite, tu as 2 chronos, un en montagne et un sur le plat. C'est celui de Laval où je crois il doit le gagner, Laval, en 2021.
Je crois qu'il le gagne, où il fait une très très grosse performance. Ouais, allez, une victoire au sprint, 3 victoires en moyenne montagne et puis 4-5 en haute montagne. Et puis il gagne toutes les étapes de montagne, toutes les étapes de vallon. Ouais, ça, il faut qu'ils enlèvent le sprint parce que là, c'est bon, on a compris. Bon, alors Pogacar, il va s'entraîner pour le sprint, peut-être. Oui, voilà, peut-être. Oui, bon, un maillot vert, c'est vrai qu'il a pas un maillot vert. décevant. Un maillot vert, c'est vrai. Pourquoi pas? Décevant, ça peut être sympa. Et puis il n'y a plus Cavendish, donc bon. Ouais, c'est vrai. Plus de pur sprinter. C'est ça qu'il arrive à battre Philipsen. Au moins que tu sais, il y a une stratégie pour ralentir Philipsen. Qui batte Van Aert au sprint. Ouais, et qui fasse les sprints intermédiaires. Tous les sprints intermédiaires, tout le temps en échappé, tu vois. Il part à 160 à chaque fois. Oh putain. Ouais, bon, allez, on va conclure cette émission. Merci Titouan à la régie quand même. Faut pas l'oublier, qui nous a donné pas mal de stats par-ci par-là. Merci Lilian d'avoir été à mes côtés pour cette vidéo. Puis on verra bien où Pogacar va. Le temps nous le dira. Le temps nous le dira. Et puis je pense qu'on va déjà avoir pas mal de records qui vont péter dans les prochaines années. Dans les prochains mois. Ça pourrait vite devenir has-been, hein. Là, c'est la vidéo. Ouais, c'est clair. Ouais, dans 2 semaines, c'est bon. Épuré. Mais merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous un petit peu quel record va battre Pogacar, le plus impressionnant plutôt. Et puis, merci à tous. Et puis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo du Grand Plateau. Abonnez-vous à la chaîne Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, on est partout. Donc vous avez le choix de vous abonner là où vous voulez. Merci.